l'Union des villes suisses à l'écoute des agglomérations. Je m'appelle Nicoletta Cimino et vous souhaite la bienvenue au 4e et dernier épisode de ce podcast de l'Union des villes suisses. Aujourd'hui, nous bougeons et parlons de mobilité. Je veux savoir à quoi ressemble une bonne mobilité dans les agglomérations. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que les personnes qui vivent dans les agglomérations puissent se rendre facilement de A à B? Comment la mobilité a-t-elle évolué au cours des dernières décennies et à quoi ressemble son avenir? Beaucoup de questions donc, et je les pose à un expert reconnu. Benoît Ziegler, il est ingénieur en transport, partenaire du bureau MRS et un roman qui vit à Zurich. Nous nous sommes donné rendez-vous à la gare de Stettbach, tout juste à la frontière de la ville de Zurich. Vous venez? Bonjour Benoît Ziegler. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc on se trouve à Stettbach, la frontière de la ville de Zurich. Quand on a réfléchi où on pourrait se rencontrer pour enregistrer ce podcast, vous m'avez fait plusieurs propositions et une d'entre elles a été en fait Stettbach. Pourquoi Stettbach? Pour une multitude d'aspects, j'ai envie de dire, mais un de ceux que je trouve prépondérant, c'est qu'il n'y a qu'à regarder autour de nous. On est dans on dit maintenant un hub de transport public. Voilà, c'est rien d'autre qu'une gare de tram avec une gare de S-Bahn dessous, mais il y a des bus aussi, il y a des vélos. En fait, il y a toutes les composantes de la mobilité urbaine ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été construite à partir de rien. Si on se met ici, il y a à peu près 25 ans en arrière, ou peut-être un petit peu plus que ça maintenant, 30 ans, il n'y avait rien là, il n'y avait rien du tout. On a construit une gare déjà dans l'optique d'en faire un lieu urbain. Et puis aujourd'hui, quand on se retourne autour de nous, on voit le lieu urbain. Il y a des façades actives, il y a des bâtiments, il y a des gens qui passent à toute heure de la journée, qui viennent prendre le tram, le bus, etc. Donc, pour moi, Stettbach, c'est une des incarnations, il y en a plein d'autres en Suisse, mais de ces lieux un peu en périphérie des villes qui deviennent très urbains et qui ont le potentiel de devenir encore plus urbains à l'avenir. Et si j'ai bien compris, c'est un bon exemple pour vous? Alors dans l'ensemble, oui, on peut encore faire mieux, mais disons, comme on dit, le mix de mobilité, en tout cas, il est là. Il y a de la qualité, on peut toujours encore améliorer, faire un peu moins de bitume et puis faire encore un peu mieux. Mais disons, par rapport à d'autres lieux en périphérie des grandes villes, au moins ici, c'est urbain, il y a de la vie, il y a des gens qui s'arrêtent, qui marchent, qui se rencontrent. On peut pratiquer la vie urbaine ici, alors que dans d'autres endroits, on ne peut carrément pas. Il y a des trams, il y a une gare de train, il y a des bus. Et je sais pas, est-ce que vous auriez envie de prendre le tram avec moi? Je trouverais très intéressant de continuer cette discussion dans le tram. Super. Alors, on se trouve dans le tram numéro 12, donc ici à Stettbach, qui va partir dans quelques minutes, dans 2 minutes, direction aéroport de Zurich. Est-ce que ce tram est, en ce qui est mobilité, un bon exemple ou quelque chose à suivre? Ou est-ce que vous êtes content avec ce qui s'est fait avec ce tram? Parce que ça ne fait pas longtemps qu'il existe en fait dans cette forme-là. Est-ce que c'est un bon exemple? Alors dans l'ensemble, oui. En tout cas, c'est un exemple de transport public, donc de suburbain, on va dire comme ça, qui sort du cœur d'agglomération où on a l'habitude de voir des trams. Donc en gros, il prolonge les offres de transport public urbain vers ces lieux d'agglomération, comme on les appelle. Donc en soi, oui, de faire du transport public dans ces lieux-là, au moins ça rend possible de faire autrement. Il y a des endroits qu'on va franchir là qui avant n'étaient tout simplement pas accessibles en transport public. Donc il fallait une voiture en fait pour pouvoir se déplacer ou un vélo. Exactement. Il y avait peut-être des fois des bus, mais là au moins on renforce l'offre. Et puis ce tram, il est vu aussi comme un moyen d'insuffler des impulsions dans l'urbanité justement. Donc il a été construit, pensé comme étant non pas seulement une ligne de transport public pur et dur, mais aussi comme un lien, un peu une couture dans des endroits où, jusqu'à avant, il manquait de l'urbanité. Il a même été pensé, tous les éléments urbains, les arrêts, toute la signalétique a été pensée vraiment comme un tout, comme un moyen d'essayer d'apporter
de l'urbanité dans les périphéries qui en manquaient précédemment. Alors on dit souvent qu'en fait l'agglomération du futur, elle doit aussi avoir plus de places de travail. Donc les gens n'ont pas besoin justement d'aller en centre-ville pour travailler, mais qu'il y ait plus d'industrie ou de magasins dans les agglomérations. Et je m'imagine qu'un tram comme ça aide aussi à ça. Donc à vraiment faire comme une ligne de vie, enfin une artère. C'est un peu ça. Alors, j'aime bien dire plus d'urbain, c'est pas forcément que des places de travail qu'il faut, c'est de la mixité urbaine. Ce qui fait qu'on peut se déplacer différemment dans une ville, c'est parce qu'il y a toutes les fonctions urbaines qui sont proches. Alors historiquement, dans la ville vraiment médiévale de 1 km de rayon, aujourd'hui, elle s'est étendue au fur et à mesure du 19e, 20e siècle. Et puis aujourd'hui, les gros développements de la ville d'aujourd'hui, ils se font dans ces couronnes d'agglomération. Et malheureusement, ils se sont faits de manière un petit peu désordonnée. Et on va peut-être le voir un petit peu là pendant notre trajet. Il y a des grosses choses qui sont venues se mettre là où il y avait de la place. Et puis, on n'a pas forcément constitué la mixité des choses, justement, qui permet de rendre les choses proches et de se déplacer autrement qu'en voiture, comme vous disiez avant, ou même qu'en transport public. Idéalement, il faut plus se déplacer à pied, à vélo, vraiment de manière proche. Et donc, de faire des transports publics structurants dans les couronnes d'agglomération, ça permet d'aller dans cette direction-là, de faire plus d'urbain. Alors, on entend, le tram il s'est mis en marche. J'aimerais donc aussi un peu me déplacer de cette part à une vision un peu plus générale de la mobilité dans les agglomérations. En général, la politique de mobilité en Suisse, est-ce que vous avez l'impression qu'on va dans une bonne direction ? Vaste sujet. Des directions, il y en a tout plein. Là, on va vers l'ouest pour l'instant, non, vers l'est, pardon. Alors, disons, blague à part, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souhaiteraient justement une direction ou plus de voitures, ou plus de bus, ou plus de trains, ou que sais-je, ou plus de vélos. Ça, on l'entend beaucoup en ce moment. Je pense que de toute façon, traiter la mobilité, c'est traiter la complexité. C'est traiter une multitude d'aspects, c'est traiter déjà tous les modes, c'est traiter son lien à l'urbain, je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises. C'est une question profondément de société. Qu'est-ce qu'on veut comme vivre ensemble, finalement ? Et j'ai envie de dire, dans l'ensemble, on a la chance en Suisse d'avoir un socle qui est plutôt positif. On a une structure territoriale qui n'est pas concentrée que dans une grande ville, comme en France ou en Espagne, mais plutôt un réseau polycentrique de villes. On a des transports publics qui relient ces villes. On a déjà un socle qui permet de faire de la mobilité douce. On peut se déplacer à pied. Il y a des villes où c'est pas du tout possible. On peut se déplacer à vélo sans être mort dans la seconde qui suit, même s'il y a encore des progrès à faire. Donc on a ce socle. On a la chance d'avoir ce socle. Et il faut continuer à travailler avec ça. Il faut continuer à le développer. Et puis peut-être qu'il faudra faire quelques choix en plus dans les années à venir. Aujourd'hui, on a un petit peu trop tendance à vouloir tout développer en parallèle. Je pense qu'à l'avenir, il faudra faire certains choix un petit peu plus importants. Et ces choix, si vous devriez faire ces choix, vous choisiriez quoi ? Alors, j'ai presque envie de dire que c'est pas seulement moi qui dois faire les choix, c'est collectivement qu'on doit décider ces choix. Mais si vous pourriez décider, si vous auriez une baguette magique ? À un moment donné, il faudra restreindre notre consommation de mobilité motorisée individuelle. C'est déjà largement le cas dans les centres-villes. J'aime beaucoup dire qui prend la voiture pour aller à Downtown Manhattan. Bon. C'est beaucoup moins le cas encore dans les agglomérations, dans les couronnes d'agglomération. Et je pense que petit à petit, on n'aura pas le choix. Ce sera comme ça, en fait. Est-ce que vous pensez que la Suisse est prête pour faire ces pas nécessaires ? Alors, c'est en cours. C'est en cours. Il y a 2-3 indicateurs qui sont tout à fait intéressants. Dans les villes, le trafic diminue depuis longtemps, à l'intérieur des villes. Mais c'est notamment parce qu'on l'a un peu reporté en périphérie. Et c'est les autoroutes, notamment, qui ont assumé la croissance du trafic, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate depuis plusieurs années maintenant que le trafic est stable dans les agglomérations. Quand on compte sur les autoroutes, en fait, le trafic augmente peu, voire même, dans certains cas, diminue. Alors, il y a l'effet Covid, encore un petit peu, qu'on sent, mais dans l'ensemble, le trafic n'augmente plus. Donc, tous ces efforts qu'on a faits, qu'on est en train de faire et qu'il faut continuer à faire, c'est pas pour rien, ça marche. Et il faut tout simplement continuer parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas le choix.
Alors j'aimerais juste jeter un coup d'œil. En fait, dehors, on est à Wallisellen et le prochain arrêt est Neugut. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire comme planificateur de mobilité en Alors là, il y a tous les ingrédients. On voit un pont du S-Bahn qui a été construit dans les années 90. Alors, l'ouverture de la gare de Stettbach était liée à ce pont qui est juste là. On a juste derrière nous des coopératives d'habitation qui ont créé ici beaucoup de logements avec des espaces publics à l'intérieur qui sont très très bien faits. Le tram, comme je disais, avec ces éléments, ces abribus qui ont été pensés comme un tout, les voies végétalisées pour essayer de minimiser les îlots de chaleur urbains. Et puis bon, comme je disais aussi, encore beaucoup de routes dans ces endroits-là. On pourrait faire encore mieux. Mais disons, quand on voit, et si on tourne la tête juste derrière, là, on commence à avoir les nœuds autoroutiers avec les ponts et ces lieux, comme je disais tout à l'heure. Ce qu'on a juste devant nous ici, à pied, on peut tout simplement pas y accéder. Ici, on a fait un bout de territoire qui est pas accessible pour le piéton. Et quand je disais on crée de l'urbanité, c'est essayer de réinsuffler de la vie urbaine dans tout ça, essayer de transformer ces territoires qui sont pour l'instant encore très très empreints de la mobilité individuelle motorisée. Le programme en faveur du trafic d'agglomération existe depuis 2007. Est-ce que vous pensez que ce programme en général est un succès ? Alors oui, je crois qu'il faut le dire, même s'il y a plein de choses qu'on peut encore améliorer ou faire légèrement différemment, mais sur le fond, le programme trafic d'agglomération, il avait une ou deux idées de génie. Vraiment, ceux qui ont pensé, qui ont conceptualisé l'outil au tout début, ils ont pensé à 2-3 choses de fond. Ils ont dit, OK, la Confédération va investir de l'argent dans les agglomérations, à la condition que ces agglomérations démontrent un petit peu comment elles se structurent, comment elles vont travailler ensemble. C'était l'une des toutes premières idées. Et puis, à la condition aussi que ces agglomérations montrent quelle est leur vision de développement urbain, justement, où est-ce qu'on va mettre les choses pour faire une ville durable, et du coup, quelles sont les infrastructures de mobilité qui sont nécessaires pour faire fonctionner cette vision. Donc, il y avait ces trois arguments, ces trois éléments de base qui étaient le travailler ensemble, la vision urbaine coordonnée avec les transports, et puis, si possible, la multimodalité, donc réagir non pas uniquement avec l'existant, mais vraiment faire bouger les comportements de mobilité. En même temps, vous avez dit avant, oui, il y a encore des choses qu'on aurait pu mieux faire. Donc, quelles choses pourrait-on mieux faire au sein de ce programme ? Je pense qu'il est encore très orienté sur la construction d'infrastructures, même si la Confédération avait imaginé au début de dire il faut d'abord améliorer l'utilisation des infrastructures existantes avant d'en construire de nouvelles. Malgré tout, l'outil il permet de cofinancer des infrastructures, donc de construire. Il ne permet pas tout le reste, donc d'exploiter les infrastructures. Tout ça, ça reste en main des agglomérations et des villes. Donc, il a toujours tendance à favoriser le mètre cube de béton, entre guillemets, si j'ose dire. Ça, c'est un aspect. Et puis un autre, c'est qu'à mon sens, pour l'instant, il n'a pas suffisamment traité le socle de la ville des proximités, à savoir les déplacements de très courte distance, la marche en fait. Et la marche, elle nécessite des aménagements de qualité et donc d'investir dans quelque chose qui est souvent chez les planificateurs pas considéré comme la mobilité. Faire une belle place, c'est considéré comme on va faire joli, voilà. Mais c'est profondément faire de la mobilité. En fait, faire des aménagements urbains qualitatifs, c'est influencer directement les comportements de mobilité. Quels grands projets ont pu voir, selon vous, le jour grâce à ce programme ? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Alors, vous êtes assis dans un. Celui-ci a été cofinancé par le programme Trafic d'agglomération. Il y a eu beaucoup de lignes de tram, effectivement, à gauche, à droite. Mais pas que. Il y a aussi des plus petites choses, des passerelles de mobilité douce, des franchissements de niveau, des fois des ascenseurs pour passer au locle, par exemple, pour monter à la gare. Donc, il y a eu vraiment une multitude de types de mesures et beaucoup plus que ce qu'on croit. Des fois, il y a des choses, on ne se rend même pas compte en passant dans une rue. Oui, ça a été cofinancé par la Confédération. J'ai juste envie d'en citer une qui me tient particulièrement à cœur parce que, à l'époque, en 2007, j'ai participé à l'élaboration du premier projet d'agglomération franco-valdo-genevois du Grand Genève. On s'était battu avec quelques personnes pour essayer de faire financer un tram transfrontalier. À l'époque, personne n'y croyait. Et il circule aujourd'hui. Il y a un tram qui franchit la frontière et qui va du centre de Genève jusqu'à Annemasse.
Il y en a plein d'autres, mais celui-ci me tient à cœur parce que j'ai participé à le faire cofinancer à l'époque. En fait, c'est quelque chose aussi qu'on oublie souvent peut-être que justement aussi dans les régions frontalières, la mobilité, c'est pas une question de frontières. En fait, il faut la penser vraiment outre les frontières, à Bâle ou à Genève justement, comme vous venez de citer. Absolument, et toutes les frontières, pas seulement les frontières nationales, mais véritablement la mobilité depuis plusieurs décennies déjà, elle s'affranchit complètement des structures administratives. Le pendularisme augmente, etc. Et c'était aussi une des forces du programme Trafic d'agglomération. On a dit il faut réfléchir en bassin fonctionnel. Donc essayer de comprendre quels sont les bassins de vie, de où à où on se déplace. Et ça à toutes les échelles, effectivement. Donc véritablement, la limite administrative, qu'elle soit communale, cantonale, nationale, il faut la dépasser. Il faut réfléchir plus large. Alors, ça n'empêche pas qu'elles sont là, bel et bien, ces frontières. Il faut faire avec. C'est complexe, mais il faut faire avec ça. Alors, vous êtes un roman, vous êtes genevois, mais vous avez des racines aussi dans la Suisse alémanique. Vous avez des bureaux un peu partout, vous travaillez un peu partout en Suisse, mais vous êtes basé donc à Zurich. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a une différence de mentalité quand on parle de planification de mobilité donc en Suisse alémanique et en Suisse romande? Est-ce qu'il y a une différence de mentalité selon vous? Je trouve cette catégorisation sur la base de la langue un peu réductrice. À mon avis, il y a des différences de culture, mais qui sont de loin pas le seul élément peut-être un peu divergent, on va dire. Je pense par exemple, si on regarde la culture de la planification en ville de Zurich, ou bien qu'est-ce qu'on va prendre, Coire, il y a peut-être autant de différences qu'entre Berne et Lausanne. Donc, à mon avis, la barrière linguistique, elle explique de loin pas tout. Je pense, là encore, il y a des différences quand même de culture. Moi, j'étais étonné en arrivant, par exemple, en Suisse alémanique, que la culture de l'espace public était un petit peu plus prononcée. C'était étonnant, j'étais un peu étonné, mais le vivre ensemble, il est un peu plus marqué. Les coopératives d'habitation, par exemple, etc., qui, elles, après, vont titiller les pouvoirs publics pour dire « Ah, mais nous, il nous faudrait plutôt tel type d'aménagement plutôt que tel autre ». Peut-être que là, il y avait un peu une différence. Maintenant, quand on voit les dernières évolutions qui se passent actuellement à Lausanne, à Genève, on voit qu'il y a des choses qui vont encore plus fort qu'ailleurs. Donc, oui, il y a des différences culturelles liées à l'histoire, à plein de choses, mais elles n'expliquent de loin pas tout. Et j'ai presque envie de dire, heureusement, chaque lieu est différent, chaque lieu est spécifique. Et en tant que planificateur, à chaque fois qu'on commence un projet, il faut de toute façon se poser la question, mais dans quel lieu j'interviens, quelle est l'histoire, quelle est la culture, on ne peut pas se passer de ces différences-là. Alors maintenant, on vient de s'arrêter à Hautselg et de repartir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet espace ici? On voit des grandes cheminées industrielles aussi, des petits jardins. Donc, on est où là? Alors, on est typiquement dans ces lieux qui sont la ville en transformation. Effectivement, il y a des jardins familiaux, on a des grands ensembles urbains, là, la SAF par exemple, mais on va voir des grands quartiers d'habitation juste après. On est dans ces lieux qui sont en fait en pleine transformation, à vrai dire. Ici, comme dit, les transports publics sont arrivés. Il y avait déjà des bus avant, mais le transport public structurant arrive là. On est véritablement dans cette ville qui change, qui se transforme. Aujourd'hui, les lieux qui bougent, c'est bel et bien ceux-là. C'est plus les centres-villes. Là, ils vont se transformer un petit peu par densification vers l'intérieur. Mais les gros changements, ils sont là. Et c'est pour ça que c'est important d'y faire des projets aussi, notamment de mobilité, mais pas que, parce que c'est là qu'il y a aussi le plus de potentiel de changement dans les comportements. Des lieux qui étaient historiquement plutôt appuyés sur la voiture, enfin les transports individuels, il y a beaucoup de possibilités de faire changer les comportements ici. C'est pour ça qu'il faut investir de l'argent dans ces lieux-là. Alors, l'Union de Villes Suisses a publié un papier que vous avez vu aussi, 10 principes dans ce papier. Si vous pouviez ne retenir que 2, lesquels choisiriez-vous, ces 10 principes? Alors, je pense que
il faut pas en retenir que 2, il faut tous les appliquer. Non, mais il y a 2 sujets, je pense, là-dedans qui me semblent vraiment, vraiment fondamentaux, dont un que j'ai encore peu évoqué. Il y a le sujet des vitesses. La vitesse de déplacement, c'est un levier majeur pour faire évoluer des comportements, mais pas que, pour faire évoluer aussi l'environnement urbain. En gros, baisser les vitesses, j'aime bien le dire comme ça, il n'y a que des avantages. Celui qui va essayer de démontrer le contraire, il pense qu'il y a une chose, c'est qu'il a envie de lui d'aller le plus vite possible dans sa voiture, grosso modo. En matière de planification urbaine, il n'y a que des avantages, avec un petit bémol sur le financement des transports publics qui peuvent devenir un peu plus chers. Mais enfin, si c'est un choix de société de baisser les vitesses parce que par ailleurs il n'y a que des avantages, on mettra un petit peu plus d'argent dans les transports publics, c'est pas vraiment un problème. Donc je crois que c'est en cours, le changement, mais en fait on devrait aller encore beaucoup plus vite dans le changement, on va jouer avec les mots, mais on devrait apaiser vraiment ces vitesses de déplacement de manière systématique dans tous les lieux urbains. C'est du 30, c'est des zones de rencontre, pour faire cohabiter les modes ensemble et pas séparer les choses. Ça permet vraiment aussi de réduire la taille des routes, de tout simplement changer l'aspect de la rue avec des bordures plus basses, etc. etc. Ça, c'est vraiment un des éléments qui, je crois, devrait être mis en avant. Et puis un autre, je trouve, qui ressort aussi dans ce papier de manière sous-jacente dans plusieurs des points, c'est cette question tout simplement du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie comme mobilité? C'est aussi se poser comme question, qu'est-ce qu'on a envie comme type de société? Est-ce qu'on veut effectivement chacun, l'individualisme, quoi, perpétuer la logique du chacun chez soi? Ou bien est-ce qu'on a un intérêt public prépondérant, la loi sur l'aménagement du territoire en parle d'ailleurs, de se dire mais en fait c'est ensemble qu'on fonctionnera mieux, et ça c'est valable là encore dans l'aménagement des espaces publics, dans quel type de transport on utilise, donc là encore plus de transport public, plus de marches. C'est comme ça aussi qu'on se rencontre, qu'on échange et qu'on évite le chacun chez soi. Et là encore, la vitesse, pour revenir à elle, elle permet ça, notamment. Donc voilà, plus de vivre ensemble avec un environnement et des vitesses apaisées. Je crois que en tout cas, ce serait ce que je souhaite à notre société pour le développement de sa mobilité. Ouais. Alors, quand on parle de mobilité, j'ai l'impression, je ne suis pas experte, il y a comme deux courants. Il y a ceux qui pensent mobilité, qui pensent alors il faut augmenter, il faut qu'il y ait plus de trains, plus de trams, plus de tout, plus d'autoroutes, parce qu'on va toujours être plus. Et il y a d'autres qui disent alors non, justement il faut que les gens se déplacent moins, qu'ils n'aient pas besoin de prendre un train chaque jour pendant 1 heure ou même 1h30, ou la voiture pendant 45 minutes. Donc vraiment la politique des courtes distances. Quelle est votre opinion sur ça ? Alors là encore, c'est pas mon opinion, j'ai envie de dire, c'est les limites planétaires. Alors je sais que c'est un peu pénible d'en discuter toujours parce qu'on préférerait s'en affranchir, mais en fait c'est quand même une réalité. On a un certain nombre de limites. C'est comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est les kilomètres carrés en Suisse qu'on a à disposition, et puis c'est tout simplement l'énergie qu'on a à disposition, et puis le CO2 qu'on peut émettre. Alors maintenant on l'entend de plus en plus ce sujet, mais je pense qu'on n'a pas encore pris sa pleine conscience. Je vais citer peut-être 1 ou 2 chiffres, mais aujourd'hui on sait qu'on doit, pour respecter nos engagements internationaux, en Suisse, on doit diminuer les tonnes de CO2. Là, on a les avions qui commencent à nous passer au-dessus de la tête. On doit diminuer les tonnes de CO2 émises par personne de grandeur 14-15 tonnes par personne à moins d'1 tonne. C'est une diminution complètement incroyable, de l'ordre d'une diminution par 20, voire plus que ça. Et puis aujourd'hui, on a un petit peu en tête que, disons, la mobilité doit faire sa part dans tout ça. Sinon, on peut dire, la mobilité, on continue comme on faisait jusqu'à présent, et puis c'est d'autres choses, notamment l'habitat, qui doivent prendre sur eux. Le problème, c'est que les spécialistes de l'habitat, ils disent aussi la même chose dans l'autre sens. Donc, la mobilité doit faire sa part. Et puis, si on ne table que sur les améliorations techniques, notamment l'électrification du parc des véhicules, les chiffres nous disent qu'on arrive à diminuer par 2 à 3. Et je rappelle, il faut diminuer par 20. Donc c'est complètement abyssal comme ordre de grandeur.
Et pour atteindre ça, on n'aura pas le choix. Il faudra se déplacer moins. Alors comment on va le décider ? À quel moment on va le décider ? Moi, je ne sais pas. En tant qu'individu, c'est collectivement qu'on doit en discuter, qu'on doit en parler. Mais ça va devenir nécessaire. Et autant l'anticiper et travailler en amont, enfin disons en parallèle de l'évolution des choses, plutôt que tout à coup, une fois ou l'autre, se retrouver dans une situation où on doit faire un saut dans l'inconnu. Alors, il y a une classe d'école qui vient de monter au tram. Des jeunes gens, ils ont entre, je dirais, 12 et 15 ans. Donc, c'est vraiment le futur. Si on regarde en avant, en 2050, à quoi ressemblera la mobilité en Suisse en 2050, par exemple, quand ces jeunes gens seront donc adultes? C'est une question que j'aime bien parce que, sous-jacent, je comprends ou je lis entre les lignes qu'on a envie d'un système qui soit révolutionnaire, avec des soucoupes volantes et des avions taxis, et puis des sortes de véhicules qui éclairent en bleu en dessous sur la route. Je sais pas. Là, je vais vous décevoir. Ce sera à peu près comme aujourd'hui, avec encore un petit peu plus de mobilité collective. Voilà. Une des grosses révolutions, j'ai envie de dire, c'est super parce qu'elle est hyper simple, c'est nos pieds. On peut tout simplement se déplacer plus à pied. Là encore, blague à part. Je pense vraiment, 2050, c'est quasiment demain, hein, c'est dans 25 ans. À l'échelle de la planification, c'est rien du tout. Donc je pense pas qu'il va y avoir de transformation radicale et fondamentale des principes de mobilité. On entend souvent que la mobilité automatisée va changer du tout au toutes les choses, mais enfin, un tram... Des voitures qui vont seules, des trains et des... Voilà, exactement. On a rencontré le chauffeur au début de cette interview, par exemple. On a discuté 2 minutes avec lui. Que ce tram soit conduit par le chauffeur en question ou par une machine, moi, ça ne me change pas grand-chose. Je pense que la plupart des voitures, qu'elles soient conduites par quelqu'un ou qu'elles soient conduites par une machine, ça ne change pas grand-chose non plus. Ça restera une voiture et ça restera une consommation de ressources. Il va y avoir des évolutions progressives. Je pense que la digitalisation, par exemple, va permettre de faciliter encore un peu l'utilisation de certains modes de transport. Mais je ne crois pas qu'il va y avoir de révolution complète des systèmes. Alors pour terminer, j'ai 3 phrases que je commence et que je vous prie de terminer. La première phrase, la durée parfaite d'un trajet pour aller travailler est... Plus courte qu'aujourd'hui. Deuxième phrase, le meilleur pays en termes de mobilité, c'est... C'est pas une course. Je pense que la Suisse se place dans un bon module de tête. Vous êtes diplomatique. La troisième phrase, le plus grand malentendu en termes de mobilité, c'est... C'est que le Ist-Zustand, comme on dit en allemand, l'état actuel, c'est une réalité. L'état actuel, c'est un état d'équilibre qui se compose d'une structuration urbaine et d'une offre de déplacement existante. Et si on change les offres, il y aura des influences sur les pratiques de déplacement. Merci d'avoir voyagé avec moi dans ce tram, Benoît Ziegler. Merci à vous encore pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir de vous emmener au travers de cette agglomération zurichoise en mouvement. Merci. C'était Benoît Ziegler, expert en mobilité dans le 4e et dernier épisode du podcast de l'Union des villes suisses. Moi, c'est Nicoletta Cimino et le podcast a été produit par le collectif Audiopante.